parler aujourd'hui d'un certain Levaché dit Lacaze, colon du Fort Dauphin, nommé prince malgache par les autochtones au XVIIe siècle, à Madagascar. Ce personnage sympathique et haut en couleur serait originaire du Poitou, sans qu'on ait pu retrouver ni son lieu de naissance, ni son année de naissance. Alors, voilà ce que dit Soucieux de Renfort, le secrétaire de la Compagnie des Indes. Il se nomme Levaché, de son nom de famille, et Lacaze est celui duquel il se fait appeler depuis qu'il a quitté ses parents. Donc, Levaché, Lacaze. Soucieux de Renfort prétend qu'il vient de La Rochelle, bon, c'est sans doute là qu'il a embarqué, ce qui ne prouve pas que sa famille soit réellement de source rochelaise, le nom Levaché ne se retrouvant dans cette ville, comme dans tout le Poitou, ni au XIXe siècle, ni au XXe. Par contre, les Levachés sont nombreux en Bretagne, dans le Maine et en Normandie, où on enregistre une majorité de naissances. Notons également que l'article « le » en début de nom révèle le plus souvent une étymologie bretonne, comme le Gal, le Gwen, le Noir, le Sage, le Maître, le Mercier, le Moine, le Normand, le Breton. Le professeur Hervé Abalin fait d'ailleurs remarquer que l'article « le » est souvent accolé au nom en Haute-Bretagne et que c'est à partir du XVIe siècle que l'article « le » ou « l » commence à remplacer le breton « an ». Parce que en Basse-Bretagne, en breton, le se dit « an ». Et que cet article breton, c'est aussi parfois agglutiné au nom de famille. Donc quand on voit des noms de famille en Bretagne qui commencent par « an », en général, c'est « le » quelque chose. Venu de Normandie, de Bretagne ou du Poitou, ce Levaché dit Lacaze arrive à Madagascar en 1656 sur un vaisseau du maréchal de la Meilleraye. Les Français sur la route des Indes ont choisi depuis une quinzaine d'années d'installer une petite colonie dans le sud de la Grande Île à un endroit qu'ils dénomment le Fort Dauphin. Donc c'est pour honorer Louis XIV, qui est le dauphin futur roi de France. Patronnée par Richelieu, la compagnie privée, qui a reçu le privilège du commerce avec l'Inde et créé ce fort, s'appelle la Société ou la Compagnie d'Orient. Dès le départ, elle subit de graves revers dus essentiellement au climat insalubre de la région, mais également à la maladresse des premiers gouverneurs avec les populations locales et leur incurie en matière de commandement. Alors, mort par épidémie, des colons, révoltes, etc. Heureusement pour l'entreprise, le maréchal de la Meilleraye, cousin de Richelieu et gouverneur de Nantes et de Port-Louis, décide d'investir dans la compagnie d'importants capitaux, ce qui lui permet d'envoyer d'autres hommes pour étoffer la petite colonie en place au Fort Dauphin. Entre 1650 et 1664, c'est près de 500 colons supplémentaires qui arrivent au Fort Dauphin. Le capitaine du navire qui transporte Levaché Lacaze en témoigne. Il trouvait les Français dans un grand calme, mais les Noirs, leurs tributaires, en guerre contre leurs voisins. Les Français ne se mêlant au jeu que par affection pour ceux qui confirmaient leur fidélité de toutes leurs forces. Dès son débarquement en terre malgache en 1656, Lacaze, avec un petit détachement, est envoyé auprès d'un roitelet local, Dian Rafizat, pour combattre un ennemi, Dian Ramael. Les deux armées se rencontrent. Alors notez bien le nombre des combattants, environ 15 000 hommes pour l'une, c'est-à-dire Dian Rafizat, et moitié moins pour l'autre, Dian Ramael. Et à cette occasion, Lacaze, qui participe au combat, tue Dian Ramael d'un seul coup de fusil.
3 semaines plus tard, au cours d'un nouveau combat, il est provoqué en duel singulier à la sagaie par le nouveau chef de la tribu. Il le blesse sévèrement à la jambe, lui-même ayant été atteint au bras, et il le fait prisonnier. De Renfort prétend que la hardiesse de Lacaze à se mêler avec les ennemis, sa vigueur et son adresse à les battre, disposèrent l'esprit des Noirs à une extrême vénération. Enfin, stratège politique, Lacaze, qui a gagné le combat, libère son prisonnier à condition bien sûr que celui-ci paye le tribut qui lui est imposé en Cheptel et Henri au Fort-Dauphin. Alors sa réputation a vite fait de se répandre dans tout le sud de la Grande Île. Les Malgaches lui donnent alors un nom, Diane Pousse, du nom d'un grand roi malgache d'autrefois qui aurait régné sur l'ensemble de l'île. Donc c'est pour vous montrer la vénération. Lacaze a appris rapidement la langue madécasse, c'est ainsi qu'on appelle alors la langue malgache, et il sert d'intermédiaire entre les chefs locaux et le gouverneur François Chamargou du Fort-Dauphin, qui en nourrit une certaine jalousie, et en retour ne lui attribue que la fonction de simple sentinelle au Fort-Dauphin. À la mort d'un officier d'enseigne, ce grade fortement désiré par Lacaze ne lui ayant pas été accordé, il décide de quitter définitivement le fort, accompagné de 5 Français et de 300 Malgaches. Une désertion du fort si notable ne put être secrète et les ordres furent donnés incontinent de suivre ceux qui se retiraient et de les combattre. L'ordre fut exécuté si nonchalamment qu'ils ne furent point atteints et arrivèrent chez Diane Rafissat, où Lacaze fut reçu comme un dieu tutélaire. Rappelons-nous que c'était avec Diane Rafissat qui s'était allié pour combattre Ramael. Voilà. Alors, pourtant, malgré sa désertion, Lacaze reste fidèle à ses compatriotes puisqu'il attaque avec les hommes de Diane Rafissat une importante peuplade de l'ouest de la Grande Île qu'il soumet et oblige à payer un tribut annuel au Fort-Dauphin. Ceci prouve qu'il tient à respecter son engagement vis-à-vis du duc de la Meilleraye. Mais pour lui, il est l'employé de la Meilleraye. Et tout ça malgré l'attitude du gouverneur Chamargou. De Renfort, le secrétaire de la Compagnie des Indes, dit de lui qu'il ne tendait point à la révolte, mais à s'écarter du mépris. D'ailleurs, Lacaze a désormais une autre bonne raison de rester au milieu de ses amis noirs, car Diane Rafissat lui avait donné sa fille, Diane Nong, qui était fort belle. Et, étant mort, Diane Rafissat, bien qu'il eût laissé des fils, l'amour prévalut sur la justice et Diane Nong fut déclarée grande et souveraine de la province d'Amboul. Alors naturellement, Lacaze, époux de la princesse, hérite du titre de roi malgache. C'est certainement le premier Français à hériter d'un tel titre. Apprenant cela, le gouverneur du Fort-Dauphin envoie des hommes pour le tuer. L'opération échoue, mais un de ses compagnons dissidents est quand même assassiné. Au fort, les colons sont de plus en plus mal en point. Les maladies tropicales, la fièvre jaune, les entérites, le paludisme, continuent à décimer inexorablement leur effectif. Ils furent réduits à moins de 80, écrit de Renfort. C'est à ce moment-là qu'un bateau arrive de Bretagne, commandé par le capitaine Kercadiou, qui connaît personnellement Lacaze, dont il négocie le retour parmi les siens. C'est le 3e voyage vers l'Inde du capitaine Kercadiou qui sert pour la compagnie de la Meilleraye et servira également pour celle de Colbert. Et dont le secrétaire de la Compagnie des Indes orientales dit qu'il était
un Breton, gentilhomme d'extraction, et il l'a été tant qu'il a vécu en toutes ses actions, et que si la France veut donner des lauriers à ceux qui vont porter sa bravoure en des contrées si éloignées, elle ne doit pas en être avare à cet illustre voyageur et lui fera justice de garder sa mémoire. Voilà pour le Kercadiou, le capitaine. Vers 1660, les colons de Fort-Dauphin peuvent encore espérer sauver leur établissement dans la Grande Île. Malheureusement, après des années de maladresse et de répression à l'égard des autochtones, leur situation devient presque désespérée. Dans les années suivantes, la plupart des tribus malgaches vont se rebeller. Il serait trop long de citer ici toutes les attaques que le fort doit subir. Et maintenant nous sommes après 1664. De la Meilleraye est décédé, Colbert a créé sa grande compagnie des Indes orientales et mis la main sur la compagnie du maréchal, en faisant marier le fils du maréchal avec une nièce du cardinal Mazarin qui met dans la corbeille sa fortune et son nom. Les officiers et les marchands qu'il envoie dans l'océan Indien ne s'entendent pas et montrent leur incompétence. Là maintenant c'est Paris qui dirige. De Renford en témoigne au moment du décès de son ami Kercadiou. Le 4 jour de février, le capitaine Kercadiou, fatigué de 4 voyages dans les Indes et du chagrin de voir ce dernier, le dernier qu'il faisait, si infructueux par les divisions entre les officiers et l'insuffisance du plus grand nombre, il passa, âgé de 50 ans, de cette vie pleine de troubles et d'inquiétudes au repos que l'homme ne peut trouver qu'en la mort. Donc Kercadiou est décédé. Le jugement du secrétaire de la compagnie de Renford sur le recrutement des nouveaux agents est sans appel. Voilà ce qu'il dit. « Je n'ai trouvé que des emportés et des malhabiles, là où la compagnie française voyait ses principaux agents. Tous les officiers mal choisis et incapables de l'occupation à laquelle ils étaient destinés. » Voilà l'avis du secrétaire de la Compagnie des Indes. Alors, Colbert aurait sans doute mieux fait de confier ce recrutement aux anciens responsables bretons et poitevins qui connaissent les qualités requises pour ce genre de mission. Même à la constitution de la deuxième escadre en 1666, le commandement n'est pas donné à un marin, mais à un officier de cavalerie, le marquis de Mondevergue. Et voilà ce que dit, là encore, c'est Jacques Proust qui témoigne. La marine française était alors loin d'être au niveau des flottes anglaises et hollandaises, au point que plusieurs des navires envoyés vers l'Asie en 1666 furent achetés d'occasion aux Pays-Bas par la France. Le commandement de la flotte qui partit de La Rochelle pour Fort-Dauphin fut confié à un ancien colonel de cavalerie qui n'avait comme qualité que d'être marquis, et ainsi du reste. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement lui qui était incompétent. Cette escadre de 1666, ce convoi, met plus d'1 an à atteindre Madagascar. 1 an. Son commandant, Mondevergue, y arrive malade et ne s'en remettra jamais. Il mourra d'ailleurs juste après son retour en France, prisonnier au château de Saumur, sous le poids des accusations de son successeur, malgré la voix publique qui était toute à sa faveur. Bon, c'est toujours... Là, c'est un témoignage de M. Ackermann, voyage à Madagascar, c'est de 1832 quand même. Son successeur, c'est Blanquedley, commandant l'escadre de Perse, qui ne sera guère plus adroit que lui. Sur les 2 directeurs de commerce qui accompagnent de Mondevergue, le français Defaille ne connaît rien au métier de marchand. Et pour combler le tout, l'île de Madagascar, pour laquelle tant de colons français ont consacré leur vie, n'est plus une priorité pour la France, enfin pour Paris.
pour Versailles. Louis XIV vise en exclusivité les Indes. Les affaires ne vont pas s'arranger pour les colons de Fort-Dauphin, d'autant plus que les bateaux français ont désormais un nouveau point de relâche, l'île Bourbon, plus sûr puisqu'il n'y a pas d'indigènes et au climat plus sain. On vient d'y installer une vingtaine de pionniers sous le commandement d'Étienne Regnault. Quelques navires continueront à faire escale au Fort-Dauphin, mais aucun nouveau colon ne s'y installera plus. Désormais, le principal chef rebelle est le puissant Diane Manang, que la Case décide de réduire afin de subjuguer les autres tribus liguées. Donc la Case est encore là au poste, solide. Et il y réussit si bien qu'il se voit attribuer par la France le titre de lieutenant. À ces marques d'estime, la Case entra dans des affections résolues et proposa de faire le tour de l'île, s'engageant de l'assujettir entièrement avec 200 Français et les Noirs qu'il offrait de mettre sur pied, affirme de Renford. La Case n'obtiendra pas les renforts espérés en hommes et en armes. Pour Colbert, la conquête de Madagascar n'offre aucun intérêt. Pourtant, à Fort-Dauphin, la paix régnait, les relations se rétablissaient et tout paraissait devoir prospérer. 4 années s'étaient déjà écoulées dans cet état de choses lorsqu'en 1670, des vaisseaux de guerre arrivèrent sous le commandement de De la Haye, le fameux vice-roi des Indes, qui aussitôt se fit reconnaître amiral avec le titre de vice-roi. On n'a rien en Inde à l'époque, mais il est le vice-roi des Indes. Il remplaça de Montevergue et nomma Champmargous à sa place et la Case major de l'île. Voilà. Montevergue va mourir peu de temps après. La Case reçoit donc une distinction bien tardive, mais toujours inférieure à celle qu'il aurait méritée, et juste avant de mourir en défendant les positions françaises avec des forces insuffisantes. L'historien Ackermann, donc Ackermann c'est début du 19e siècle, donne cette explication à la mort de la Case et à la déchéance de la colonie du Fort-Dauphin. Voilà ce qu'il écrit. De la Haye, fourbe et despote, voulut se débarrasser ensuite des chefs qui, par leur influence, lui portaient ombrage. Il envoya contre Diane Ramoussaï, donc une tribu voisine, Champmargous et la Case avec 600 hommes pour l'assiéger s'il ne se rendait pas à la première sommation. Ces officiers, Champmargous et la Case, trop pénétrés de leurs devoirs, exécutèrent ces ordres inconsidérés. Un combat sanglant en fut le résultat, et les Français furent obligés de prendre la fuite. Le vice-roi soupçonna même Champmargous de trahison. Sentant le trop grand avantage qu'avaient sur lui les 2 officiers, il abandonna le commandement et partit pour Surat, de la Haye, après avoir visité Bourbon. La Case, qui jusqu'alors s'était conduit en homme d'honneur avec les Malgaches, s'oublia cette fois dans un excès de zèle, n'oublions pas qu'il a été nommé lieutenant, mais voyant son influence sur les naturels à jamais perdue, parce qu'il avait été battu, il ne survécut pas longtemps à cette idée, et sa mort entraîna la ruine de nos établissements, qui, peu de temps auparavant, laissaient concevoir les plus belles espérances. Voilà, donc la mort de Levache et la Case correspond pratiquement à la fin du comptoir de Fort-Dauphin. La France gâche ainsi une interculturalité franco-malgache naissante, prometteuse. N'oublions pas que les efforts qui ont été faits par la Case pour s'intégrer au milieu malgache, il s'est marié avec une princesse malgache, il est lui-même devenu un sorte de roitelet malgache, et il a été vénéré par les Malgaches.
Durant sa vie à Madagascar, le Vacher Lacaze fait preuve d'une remarquable faculté d'adaptation, d'une résistance physique et d'un courage peu communs que l'on ne peut que rapprocher de ceux de Pirard et de Caron, le directeur de la Compagnie française des Indes orientales. D'autre part, il démontre tout au long de ces 14 années passées dans la Grande Île une incontestable conscience humaine, ce que j'appelle moi de l'intelligence sociale, et une grande loyauté envers ses amis, tant malgaches que français. Malgré la jalousie et les incohérences de Champmargous, le gouverneur de Fort-Dauphin, jamais Lacaze ne se retourne contre les Français, alors qu'il a largement les moyens, en hommes et même en armes, pour harceler le fort et régler définitivement ses comptes avec le gouverneur. Bien au contraire, c'est lui qui porte secours aux colons, et cela à plusieurs reprises, malgré son exil du fort. Alors, témoignage toujours, Champmargous, dans l'extrémité où il se vit souvent réduit, s'adressa plusieurs fois à celui que tout à l'heure il dédaignait, et qui jamais ne manqua, quand il fut appelé, de rendre à ses compatriotes les services de son épée et de son influence. C'est un témoignage de Léon Guérin, toujours l'historien de la marine. En acceptant de revenir vivre au fort à la demande du breton Kercadiou, puisqu'il est parti habiter dans la tribu de son épouse, Lacaze prouve surtout qu'il n'est pas rancunier et qu'il fait confiance à la parole donnée de Kercadiou, puisque pour lui c'est un homme de confiance. N'oublions pas que ce sont des amis tous les deux. D'ailleurs, celui-ci le connaît bien, nous dit Dorenford. Les deux hommes entretiennent certainement depuis longtemps une vraie amitié, lien indissoluble quand on est de l'Ouest, notamment de Bretagne. Courage, loyauté, fidélité à ses amis, noblesse des sentiments, humilité, vaillance au combat d'homme à homme, ambition modérée. Les Malgaches ne s'y sont pas trompés en le faisant prince. Lui, l'Européen. Lacaze est un vrai chevalier des temps modernes, à l'image des chevaliers bretons du Moyen-Âge, restitués par Chrétien de Troyes. Par contre, la vanité et l'agressivité inconsidérée de Delahaye provoquent la colère des tribus malgaches et les libèrent du lien d'assujettissement qu'elles avaient à l'égard de Lacaze. Les colons français, abandonnés par leur gouverneur qui emporte avec lui aux Indes une partie des soldats et des armes, n'ont plus les moyens de contenir les attaques des indigènes. Le fort Dauphin ne compte plus que 127 occupants en 1674. Il est définitivement abandonné par ses derniers habitants à la suite d'un massacre où plus de la moitié sont tués un soir de noces. Les quelques 60 survivants, après une longue dérive, une errance sur la côte africaine, atterrissent en Inde, d'où ils sont envoyés à l'île Bourbon en 1676. On dénommera plus tard les débris de Madagascar. Telle fut la fin tragique de cette colonie naissante. Elle dut sa perte à l'inconduite d'ambitieux ou de fourbes qui prirent à tâche de rendre le nom français odieux à des peuples doux, humains, hospitaliers. C'est toujours un témoignage d'Ackermann, l'historien du XIXe siècle. Ce jugement d'Ackermann concernant les autochtones, qui, comme le signale le professeur Fumat, lors du grand séminaire de l'océan Indien à l'Université de La Réunion en 2009, apparaît entaché d'une certaine naïveté, rappelant le mythe du bon sauvage, ne semble pourtant pas totalement inexact. Les premiers contacts des Français avec les tribus malgaches, qui ont lieu d'abord dans la baie de Saint-Augustin, ne montrent pas des populations agressives. Même lors de l'installation au sud de la Grande Île, ce sont plus les maladies que les saguets qui déciment les Européens.
Il est fort à parier que la poudre à canon, le coup de fusil, si facile sur des indigènes armés d'arcs et de lances, a parlé la première, la poudre à canon. Et malgré les maladresses des premiers gouverneurs, les relations entre ces hommes si différents se maintiennent et finissent par trouver un équilibre qui n'est pas au désavantage des Français. L'histoire de Levacher-Lacaze en témoigne sans conteste. Il est évident qu'il y avait au sein de la compagnie du maréchal de la Meilleraye, dirigée pour l'essentiel par des Poitevins et des Bretons, une intelligence sociale qui disparaît avec celle de Colbert, surtout après la prise de fonction de La Haye comme vice-roi des Indes. Nous avons bien là l'expression de deux civilisations différentes qui s'opposent fondamentalement. Si Louis XIV, au lieu de vouloir imposer le centralisme absolu en nommant de Paris des gens à lui, nobles de cour hautains et le plus souvent incompétents, avait laissé agir les énergies provinciales atlantiques et soutenu l'initiative privée des marchands de l'Ouest connaissant bien l'océan Indien, il y a fort à parier que l'installation des Français à Madagascar se serait maintenue et que chacun, naturel comme immigrant, aurait fini par y trouver sa place. C'est une analyse que nous retrouverons d'ailleurs à propos des Français en Inde. La plupart des actionnaires de la compagnie finissent par abandonner l'entreprise coloniale. Depuis 1675, écrit à Kermin, la compagnie est pratiquement nationalisée. Et concernant Madagascar en 1686, la compagnie ayant fait abandon de cette île, un édit du 4 juin l'annexait en toute propriété et seigneurie au domaine du roi de France, alors que celui-ci n'y a jamais mis les pieds. C'est désormais le roi Soleil qui nomme 12 nouveaux actionnaires qui furent par le même décret déclarés seuls directeurs de la compagnie. Au mois d'avril 1687, le nombre de directeurs fut porté à 20. Naturellement, ceux-ci ne dirigent rien, ne faisant le plus souvent qu'entériner les volontés du roi. Louis XIV commande tout seul, puisque son principal ministre, Colbert, vient de décéder. Voilà donc l'histoire de Levacher-Lacaze, colon intelligent et brave, originaire de l'ouest de la France, au tempérament bien celtique, exemple d'un début d'interculturalité franco-malgache exceptionnel, puisque les autochtones avaient pour lui une véritable vénération, mais victime, comme tant d'autres de ses contemporains, de l'absolutisme monarchique français. À une prochaine fois.